Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier point de l'actualité sur RTI 1. La voie express à Bobo-Anyama est désormais opérationnelle. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé hier à son inauguration. C'est une voie bitumée de 4,5 km en 2 fois 2 voies. Cette nouvelle infrastructure a coûté 8 milliards de francs CFA. Elle a été baptisée du nom du roi du Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Jérôme Kofi Aboulin. La voie express à Bobo-Anyama. On ne peut pas dire que les populations de ces deux communes n'en ont pas rêvé. Ce rêve devenu réalité avec la cérémonie d'inauguration ce samedi 11 avril 2015, c'est à juste titre que ces populations ont été fortement mobilisées à l'accueil du président de la République, Alassane Ouattara, venu leur livrer cet ouvrage. Cette mobilisation, telle l'expression de reconnaissance envers le chef de l'État, dont la politique a permis la réalisation de cette voie combien importante pour ces populations. Les représentants pour exprimer cette gratitude, les maires des communes d'Abobo et d'Anyama. La cérémonie d'inauguration de la voie express à Bobo-Anyama témoigne bien de votre volonté, Monsieur le Président, votre volonté inébranlable de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Monsieur le Président de la République, depuis votre arrivée à la tête de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, la cité de la Kola commence à goûter au bonheur du développement. Monsieur le Président de la République, Anyama vous dit très sincèrement merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Une route tout à fait neuve en 2 fois 2 voies. Le projet d'un coût global de 9 milliards 800 millions de francs CFA a été cofinancé par la BOAD, Banque ouest-africaine de développement. Son représentant résident en Côte d'Ivoire, Omar Tambeley, a indiqué que la BOAD serait toujours disposée à soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts de développement visant à faire d'elle un pays émergent. Pour le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, la construction de cette voie va permettre à Abobo et à Anyama de connaître enfin le bonheur après tant d'années de souffrance dues notamment aux difficultés d'accès. Excellence, Monsieur le Président de la République, la cérémonie qui nous réunit ici est la manifestation concrète de ce souci constant que vous avez exprimé tout au long de ce mandat, de concentrer votre énergie à régler d'abord, parmi tant d'autres, les questions touchant au vécu des concitoyens de vos populations. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui est une étape importante dans l'amélioration du cadre de vie. La voie express à Bobo-Anyama est baptisée du nom du roi Mohamed VI du Maroc. Pour ce faire, le royaume chérifien a été représenté à cette cérémonie par le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération. Il a saisi l'occasion pour saluer les relations exemplaires entre les deux pays à travers leurs leaders respectifs, en l'occurrence Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. J'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de représenter Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, à cette cérémonie d'inauguration de cette voie express, dont Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a tenu à lui donner son nom. En hommage à une amitié sincère, à une fraternité de tout temps, mais aussi à une ambition que Son Excellence le Président et Sa Majesté le Roi, déterminés comme ils sont, à vouloir donner à cette relation d'exception entre la Côte d'Ivoire et le Maroc un contenu et une détermination et un dynamisme qui apportent une contribution au développement de nos deux pays et au développement de nos deux peuples. Le président de la République, Alassane Ouattara, de son côté, a dit toute sa joie de se retrouver à Abobo pour cette cérémonie. Pensant prioritairement à toutes ces personnes qui ont payé le lourd tribut de la crise post-électorale, tant à Abobo qu'à Anyama, il a promis une fois de plus que justice sera rendue. Toutefois, le chef de l'État, qui souhaite une Côte d'Ivoire totalement réconciliée, a demandé à tous de tourner la page des souffrances, les invitant à se consacrer résolument au développement
pour parler de cette voie express qui fait la joie des populations d'Abobo et d'Anyama. Nous sommes là pour commémorer ensemble un événement de haute importance pour la population d'Abobo, d'Anyama et pour toute la Côte d'Ivoire. Oui, cette voie va faciliter la circulation entre Abobo et Anyama et va totalement désenclaver cette belle cité cosmopolite d'Anyama. Ce jour est donc à marquer d'une pierre blanche. La mise en service de la voie express Abobo-Anyama permettra l'intégration harmonieuse de ces deux belles cités. À Abobo, le président de la République a encore fait parler son cœur. Comme à chaque fois qu'il se retrouve dans une localité, il a offert une enveloppe de 23 500 000 francs CFA au corps préfectoral, à la chefferie traditionnelle, au Grand Conseil d'Abobo et d'Anyama, aux religieux, musulmans et chrétiens, aux femmes ainsi que les jeunes. Il a notamment promis, en plus des chantiers déjà effectués dans les deux communes, la réalisation des travaux de la traversée d'Anyama et la satisfaction surtout des besoins en eau potable. Et les travaux de la voie Mohamed VI vont se poursuivre à travers la ville d'Anyama. Ils ont été lancés hier par le chef de l'État. Les responsables des organisations des transporteurs appellent à la prudence pour éviter les accidents de la route. Et en marge de l'inauguration de la voie express Mohamed VI, le président de la République a échangé avec les victimes de la crise en Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu à la mairie d'Abobo. Le chef de l'État a témoigné sa compassion aux victimes. Il leur a promis qu'elles seront indemnisées et que justice sera rendue. L'école obligatoire défi pour le MENET, c'est le thème de la 3e édition de la journée hommage des femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Une journée célébrée en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire veut tous ses enfants à l'école et bien encadrés. Le chef de l'État l'a décidé. Tous les élèves de 6 à 16 ans devront être obligatoirement scolarisés dès la rentrée 2015-2016. C'est d'ailleurs le sens du thème arrêté pour la journée hommage aux femmes du secteur de l'éducation. Elles étaient nombreuses ce samedi au Parc des Sports de Treichville. Le thème de cette cérémonie, l'école obligatoire, défi pour le MENET. Cette thématique résume tout un programme. L'obligation scolaire constitue en effet un des axes majeurs du plan d'action du gouvernement. Scolariser les enfants, c'est leur donner l'opportunité de participer activement à la construction de la Côte d'Ivoire moderne. École obligatoire, défi pour le MENET, une vision qui épouse la première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la cérémonie. Dominique Ouattara a salué l'engagement des acteurs du monde ivoirien de l'éducation. J'ai tenu à être présente à vos côtés afin de marquer mon adhésion à cette cérémonie d'hommage et de décoration qui vient d'avoir lieu, car elle matérialise notre engagement commun pour l'éducation de nos enfants. Il convient de promouvoir tous les facteurs pouvant favoriser une plus grande accessibilité de nos enfants à l'école. Et la journée d'hommage de ce jour participe à cette promotion, car d'une part, elle célèbre le mérite des enseignants et du personnel du MENET, et d'autre part, les stimule à un dépassement de soi dans l'exercice de leurs fonctions. La rencontre a été l'occasion de célébrer les anciens ministres de l'Éducation nationale. À leur tête, Lambert Amontano, tout premier ministre de l'Éducation nationale de 1963 à 1970. Les acteurs du secteur s'étant distingués dans l'exercice de leur profession ont été décorés. La fête a pris fin sur des pas de danse. Et depuis quelques jours, un mot d'ordre de grève a été lancé dans le secteur de l'éducation. Conséquence, des écoles ont été paralysées. Un mouvement demande à cet effet la reprise des cours. Kader Sogodogo. Quelle école pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020? Tel est le thème du 2e congrès ordinaire du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, MIDD. Au pied de la basilique à Yamoussoukro, les travaux de ce congrès ont permis d'aborder plusieurs questions liées au bon fonctionnement de l'école ivoirienne. Les temps forts ont été l'élection du nouveau bureau. À ce sujet, Mensmen Komoué a été réélu au poste de secrétaire national du MIDD. Le secrétaire national du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits
s'engage à œuvrer pour une école de qualité et digne de la nation ivoirienne. Il rassure quant à la reprise en normale des cours le 13 avril prochain, fin des congés de Pâques. Le 30 avril, qui est la date du rendez-vous à nous accorder pour qu'on fasse le bilan de l'ensemble de ces revendications. Si au terme de cette date, les préoccupations que nous avons posées ont trouvé solution acceptable, nous allons féliciter le gouvernement. Si ce n'est pas le cas, nous aviserons. Face à ces questions, le représentant du président de l'Assemblée nationale et la ministre Kandia Kamisoko Kamara exhorte les congressistes à la responsabilité et à la patience dans le travail bien fait. Soyez vraiment persévérants, mais très patient dans vos objectifs. Il faut que l'autorité sente que c'est vrai, tu es en train de revendiquer, mais tu as envie de travailler aussi. Les conditions de vie des enseignants et personnels d'encadrement ont été améliorées dans le cadre de la bonification salariale. J'attends le MIDD sur le bon chemin, celui de l'école qui forme et éduque. Plusieurs syndicats frères ont apporté leur soutien à ce deuxième congrès ordinaire du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, MIDD. La journée d'hier était marquée par la cérémonie de clôture officielle du Salon de l'agriculture et des ressources animales. La fin de l'exposition des stands, c'est aujourd'hui. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La formation agricole est aussi un moyen sûr d'insertion professionnelle. Pour preuve, certains élèves issus, par exemple, de l'Institut national de formation professionnelle agricole possèdent aujourd'hui leurs propres entreprises dans le secteur. Et c'est le cas de Serge Marius Goulia. Il est propriétaire d'une parcelle de 6 hectares de culture maraîcher. Avec lui, Sephora Zegui et Adama Kone sont revenus sur l'apport de la formation agricole dans l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Serge Marius Goulia est agriculteur à Azaguié dans la région de la Mé. Ici, il exploite 6 hectares de terre qu'il consacre aux maraîchers. Son insertion dans l'agriculture, il la doit à l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA. Pendant la formation, nous avons eu beaucoup de connaissances, notamment sur l'aspect technique au niveau de la production du matériel végétal, mais aussi sur la réalisation des projets personnels, notamment en matière de micro-projets. C'est ce qui, une fois sorti, m'a donné l'envie de créer ma propre boîte. La formation est une préoccupation essentielle pour le développement de l'agriculture ivoirienne. Une école de formation au métier de l'agriculture a donc été créée en 1805. L'Institut national de formation professionnelle agricole est le dispositif de formation mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour gérer la formation professionnelle agricole publique. Il regroupe l'ensemble de toutes les écoles publiques qui interviennent dans le domaine de la formation agricole. Cette école de formation conçoit et met en œuvre des projets de formation professionnelle initiale et continue. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation dite diplômante qui forme les techniciens et des techniciens supérieurs en agriculture, en élevage, en halieutique et en foresterie et environnement. Comme Serge, d'autres anciens pensionnaires de l'école de formation agricole de Bingerville ont eux aussi reçu leur insertion. Avant d'exercer tout métier, il est bien d'être formé. Et la formation du milieu agricole, c'est à l'INFPA. Et c'est le seul secteur, je dirais, où on n'a pas besoin de niveau. Au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, Sahara, les élèves de cette école de formation agricole font montre de leur savoir-faire. Les différentes structures de formation agricole que compte la Côte d'Ivoire offrent des chances de réussite aux jeunes pour faciliter leur insertion dans l'agriculture et les aider à la performance dans les métiers d'éleveur, d'halieute et de gestionnaire d'exploitation agricole, entre autres. L'accès à ces instituts de formation agricole se fait par voie de concours. Le Palais de la Culture a abrité hier le colloque du Festival international du reggae d'Abidjan ou Abi Reggae. Les panélistes ont échangé sur le thème « L'évolution de l'univers musical du reggae ». Et pour eux, le reggae est et restera pendant longtemps une musique de revendication. Issa Yeo, Aboussanougou. L'évolution de l'univers musical du reggae était ce samedi au centre de réflexion du colloque du Festival international du reggae d'Abidjan ou Abi Reggae. Au cours de cette session,
Les panélistes ont proposé à la discussion l'histoire musicale du reggae, ses courants musicaux et son influence sur les autres rythmes. Des échanges jugés opportuns pour les mélomanes. Beaucoup de thèmes ont été débattus qui nous ont donné l'éclairage sur la vie du reggae. Le colloque était un événement grandiose, était un moment de synthèse pour voir le parcours du mouvement Rasta et le mouvement musical qui l'accompagne, qui est le reggae, pour qu'on fasse l'état des lieux, voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Pour le chercheur Jérémy Kroubo-Dagnini, l'influence du reggae dans le monde n'est plus à démontrer. Toutefois, il reconnaît que le reggae roots est en net recul en Jamaïque. Le reggae, c'est quelque part l'arbre qui cache la forêt. Lorsqu'on parle de Jamaïque, on pense souvent immédiatement à reggae et Bob Marley, mais il n'y a pas que ça. Si on creuse derrière, il y a d'autres artistes et d'autres grands genres musicaux. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, même 35 ans, que le dancehall domine. Le professeur Kosonu Kwaku explique les raisons pour lesquelles le reggae est une musique prisée en Afrique de l'Ouest. Pour lui, il est donc impossible de dissocier le nom de Bob Marley à la musique reggae. Les populations noires esclaves à l'époque des îles Caraïbes et même de l'Amérique sont pour la plupart des populations issues de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est tout à fait logique que les musiques qui proviennent de ces contrées-là soient quelque chose qui est commune à notre musique. C'est parce que ces musiques font partie d'ici et se sont muées en d'autres musiques parce qu'elles ont rencontré d'autres cultures. Bob Marley, la figure emblématique du reggae. Le Festival international du reggae d'Abidjan prend fin ce dimanche au Palais de la Culture. À l'étranger, le vendredi, le Kenya a procédé à l'inhumation des victimes du massacre de l'université de Garissa. Cette attaque perpétrée par les islamistes Shebab a fait 148 morts, dont 142 étudiants. Tôt ce vendredi, de nombreux étudiants et proches en pleurs se sont réunis à la morgue de Nairobi, la capitale kenyane, pour rendre un dernier hommage à Angela, l'une des 148 victimes de l'attaque perpétrée le 2 avril par les islamistes somaliens Shebab. Je pense que si le gouvernement avait agi, par exemple, en envoyant des policiers pour cette semaine précise dans toutes les universités, nous ne serions pas en train d'enterrer Jojo maintenant. Et je suis toujours triste car Jojo n'est pas là aujourd'hui pour dire son histoire. Combien de vies allons-nous perdre à cause du terrorisme? Ce n'est pas la première fois. Devant l'entrée de la morgue, une vingtaine de cercueils vides et des dizaines de photographies de victimes ont été alignées. Toute la matinée, sous de grandes tentes blanches, des dizaines de personnes ont été tour à tour appelées pour récupérer le corps de leurs proches. Nous avions beaucoup de rêves. C'était cette histoire. Étudier beaucoup, aller à l'université, décrocher un bon travail. Et puis, tout ça perd son sens. Pourquoi est-ce que je devais tant travailler? Comment est-ce que vous continuez à encourager le reste de l'université quand à cette même université, ils vont et se font tuer? Donc, on a perdu foi en eux à un certain moment. L'attaque de Garissa est la plus meurtrière au Kenya depuis celle contre l'ambassade américaine par Al-Qaïda en 1998. L'attaque avait fait 213 morts. Ces derniers jours, les autorités kenyanes ont été aussi critiquées pour n'avoir pas pu empêcher l'attaque malgré des renseignements en ce sens. Et le 7e sommet des Amériques s'est ouvert vendredi au Panama. La rencontre tourne essentiellement autour des ressources énergétiques, notamment le pétrole. Mais ce que retient surtout le monde entier, c'est la poignée de main historique entre le président Barack Obama et le président Raúl Castro, respectivement des États-Unis et de Cuba, deux pays voisins restés ennemis pendant 56 ans. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci et très bon dimanche à tous et à toutes.